À toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde consacrée à l'industrie propre. Vaste sujet à l'heure où la RSE devient un enjeu majeur pour les entreprises, à l'heure aussi où les jeunes générations sont invitées à changer de regard sur l'industrie pour mieux se projeter dans des carrières dans ce secteur. Alors une approche qu'on va évoquer avec nos deux invités du jour. Jérôme Dassini, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Et Marc Rumeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'IESF, ingénieur et scientifique de France. C'est la même. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Jérôme Dassini, pour une vision donc très régionale, et en même temps avec le prisme de l'ADEME, sur ce concept d'industrie propre aujourd'hui. Ça englobe la décarbonation, ça englobe beaucoup de choses. Comment vous la voyez aujourd'hui, cette approche ? Oui, effectivement, l'enjeu de la transition écologique, c'est d'avoir une vision très transversale des choses et de pouvoir étudier l'ensemble de son cycle, depuis ses approvisionnements, en passant par ses procédés, en passant par ses utilités et évidemment sur l'usage de son produit. Et la transition écologique, les attentes des consommateurs, nous poussent à nous interroger sur l'ensemble de cette transversalité. Voilà. Et c'est vraiment... Il y a différents outils, on va certainement les voir. Mais c'est un appel à prendre de la hauteur et à regarder de haut son process pour pouvoir rentrer après très finement dedans et trouver des solutions qui vont permettre justement de répondre aux attentes du marché, de répondre aux attentes des donneurs d'ordre. Et puis, il y a une attente aussi qui est forte, et ça je crois qu'on le voit. Aujourd'hui, les jeunes collaborateurs, vous l'avez évoqué, sont aussi en demande de politique environnementale, de sens dans le projet d'entreprise auquel ils vont adhérer, en fait. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Voilà. Des consommateurs, des donneurs d'ordre, des collaborateurs, une chaîne d'acteurs à mobiliser sur le sujet. Et c'était des choses qui étaient déjà un peu en germe et émergents les dernières années. Ça a été considérablement accéléré aussi par cette période assez incroyable qu'on a vécue avec le Covid-19. Il y a cet accélérateur, cette prise de conscience aussi de beaucoup d'enjeux, que ça soit climatique, que ça soit rythme de vie, que ça soit... Toutes ces choses-là convergent quand même vers une réflexion un peu plus... peut-être mature, plus pragmatique des choses, qui amène à considérer l'industrie comme un acteur essentiel, responsable. Il faut amener cette notion-là aujourd'hui. Oui, alors d'abord, il faut bien se dire que ça fait plusieurs années que de très nombreux acteurs travaillent le sujet, engagent des opérations de sensibilisation, trouvent des solutions, font des retours d'expérience. Donc ce n'est pas une découverte, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis c'est dans l'ADN des industriels, des entreprises, que d'améliorer leur process. Et puis comme je le disais, de répondre aux attentes de leurs donneurs d'ordre, de leurs clients et de l'ensemble de l'écosystème. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une adéquation effectivement avec cette période qu'on vient de traverser, qui nous fait toucher du doigt ce que peut être la société de demain, ou en tout cas elle vient nous interroger très, très fortement. Ce premier point, des solutions qui existent, des solutions d'ingénierie, on en parlera, des solutions industrielles qui existent, des démonstrateurs qui sont là. Et le troisième dispositif qui est là, qui fait que ça démarre très fortement, ce sont des outils d'accompagnement de l'État, du Conseil régional par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, qui font des alliances très concrètes pour accompagner cette transition. Donc une prise de conscience, des retours d'expérience et puis des moyens aujourd'hui d'accompagnement qui sont sans équivalent. Et tout ça, mis bout à bout, fait que c'est possible et c'est jouable financièrement. Très bien. On va évoquer, après on va revenir sur les chiffres. Là, on a des chiffres intéressants à commenter. Marc Rumeau, on va voir un peu de votre côté. Donc, vous êtes président de l'IESF, les ingénieurs et scientifiques de France.
Donc dans ce grand écosystème, hein, recherche, ingénieur, cette industrie avec des nouvelles valeurs peut-être en vue. Avant, on était dans de la production assez pragmatique, hein. Il y a toujours eu cette dimension-là, bien sûr, mais aujourd'hui, on agrège quelques briques comme ça. Voilà, il y a de la responsabilité, il y a de l'environnement, il y a de l'éco-conception, il y a tout ça. Comment vous le vivez, vous, dans vos métiers d'ingénieur? Alors, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Pour répondre à votre question, je dirais, comme vous l'avez rappelé vous-même, et monsieur l'a rappelé aussi, ça n'a pas commencé hier. Ça, c'est la première chose. La période dans laquelle on est et qu'on vient de traverser et qui n'est pas finie a peut-être par contre été un révélateur, comme peut l'être le révélateur photo argentique, d'un certain nombre de scories que certains n'avaient pas vues, politiques entre autres, et que d'autres ne voulaient surtout pas voir. Voilà. Et tout d'un coup, on s'est réveillé avec un certain nombre de réalités qui ont fait qu'on s'est dit, tiens, on ne sait plus produire de médicaments, y compris du paracétamol, même si pour moi ça reste un peu anecdotique. Et en fait, c'est quoi au bout du bout? C'est qu'on est rentré dans la mondialisation il y a 20-30 ans. On s'est laissé basculer, bousculer, entraîner, que probablement la gestion qui a été faite au plus haut niveau, c'est ce que j'appelle la gestion PowerPoint Excel, n'est pas la bonne, qu'on a poussé certains concepts jusqu'à l'extrême et le non-sens. C'est ce qu'on voit avec le GIT aujourd'hui, où tout d'un coup, il n'y a plus de semi-conducteurs. Bon, pour ceux qui sont du milieu, comme moi je l'ai été pendant de nombreuses années, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a 30 ans, quand j'étais chez Texas Instruments, on se tapait des cycles up and down tous les 3 ans. Voilà. J'irais presque jusqu'à dire que peut-être d'ailleurs on organisait la pénurie. J'ai vécu aussi dans une autre industrie des pénuries récurrentes organisées par les aciéristes en tôle. Bon, ils n'étaient pas en tôle, c'est la tôle. Oui, c'est la tôle qui voilà. était... Donc, si vous voulez, tout ça... Alors, par contre, vous avez raison de dire, c'est que cette crise qu'on vient de traverser, et elle a été difficile, et j'en sais quelque chose, puisque j'en suis un rescapé, finalement, c'est que ça a remis, j'allais dire, au cœur du village, certaines églises. Et donc repris un peu une vision différente sur des choses qu'on croyait complètement acquises. Voilà. Et donc des remises en cause. Ça nous ramène aussi en plein dans les thèmes de la RSE, qui étaient déjà là avant. Moi, je fais de la RSE depuis 25 ans, à la limite. Vous savez, c'est comme une fois, un jour, on m'a dit, il faut faire du développement durable. Je dis, excusez-moi, ça fait 20 ans que je fais du non durable. Bon, voilà. C'était un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Et donc, simplement, ça donne un éclairage et une accélération nécessaire, d'autant plus que, comme ça a été rappelé, et c'est vrai, et on en a à la maison, c'est mon cas, on a des jeunes qui sont beaucoup plus en recherche de sens, même s'ils ne savent pas trop mettre de la viande sur l'os, comme on dit, hein, mais on doit répondre à cette attente. Dans le même temps, l'accélération des technologies, les nouvelles méthodes de manufacturing, le 4.0, l'usine du futur, l'IoT, l'intelligence artificielle, tout ça aussi génère des nouvelles demandes. Et on en discutait dans une autre table ronde avec des représentants d'écoles. Moi, je représente les associations d'alumni, c'est-à-dire une fois qu'ils sont sortis d'école. Eh bien, on a une petite problématique qui est que nos profs sont-ils là? Nos profs sont-ils formés? Et sinon, comment on fait? Et pas plus tard qu'il y a 48 heures, j'étais au ministère de l'Industrie et ils ont la même question. Par contre, ils n'osent pas trop la poser au ministère de l'Éducation et de la Recherche parce que, mot magique, on ne va pas marcher sur leur plate-bande. Ouais. Et là, on retombe dans le travers français. C'est-à-dire que tout le monde a fait le constat. Mais on n'est pas capable de se serrer les coudes pour trouver une solution. Or, aujourd'hui, tout le monde vous dira que 20 à 30% des métiers de 2040, hein, je vais aller plus loin comme ça, je suis tranquille, je ne serai plus là pour être témoin. Probablement, enfin, je ne me le souhaite pas, mais pas aujourd'hui. Mais bon. Ils n'existent pas aujourd'hui, donc il faut les créer, il faut mettre la pédagogie, les outils en face, tenir compte éventuellement de pandémies à répétition, parce que personne n'est capable de nous dire si et quand on en sort, et si et quand on en sort, si on n'en a pas une deuxième couche, une troisième couche. D'ailleurs, à ce propos, moi qui étais dans l'industrie à cette époque-là, on s'est quand même fait la vache folle, le H1N1, la grippe du poulet. Donc si on veut bien regarder, des pandémies, on s'en est enfilé quelques-unes depuis 2-3 décennies. Tout à fait. Simplement, elles ont été moins violentes sur l'homme. Je me souviens du H1N1, on a acheté
des bidons de gel. Hein. Mais voilà. Plus circonscrites aussi, elles sont restées sur des petits territoires et tout, donc on s'est dit, bon, ça ne nous concerne pas. Tout à fait. Et puis bon, aujourd'hui, vous remarquerez qu'on ne vous donne plus aucun chiffre de mortalité, on doit être à 120, 130 000 quand même en France maintenant. Hein. Oui. Voilà, parce qu'il y en a encore 80 à 100 tous les jours, on ne vous le dit plus, mais c'est à peu près le taux. Hein. Et donc, ça marque. Hein. Et ça, c'est important. Alors, les ingénieurs et scientifiques de France que je représente, ils ont un rôle dans toute cette problématique, comme ils l'ont toujours eu. Parce que si vous remontez 2 siècles en arrière de création de l'IUSF, puisque c'est 1848, de mémoire, c'est mars 1848, intéressant, les politiques de l'époque ont adoubé IUSF. Alors, ça ne s'appelait pas IUSF à l'époque, mais ils ont adoubé et ils nous ont donné la déclaration d'unité publique dès 1860. Pour ceux qui sont un peu férus d'histoire, c'est Napoléon III. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est pour montrer que le monde de l'ingénieur, le créateur, on va dire ça comme ça, le producteur, l'inventeur... À l'époque, l'ingénieur est un créateur. Hein. Enfin, tout à fait. L'ingénieur, c'est un responsable d'usine, d'unité, d'entité qui est incroyable, qui a le savoir. Voilà. Alors aujourd'hui, ça reste le cas. Gustave Eiffel est un ingénieur. Voilà, exactement. Part, hein, aujourd'hui, ça reste le cas, mais c'est toujours au travers d'équipes, de transversalité, il y a des complexités, etc. Mais ça reste le cas. Et donc, le motto que j'utilise et que j'utilise avec la ministre quand je la vois, etc., c'est de dire ingénieur scientifique de France au cœur et acteur de la relance. Parce que là, la chance et l'opportunité que nous avons, nous, les industriels, donc les ingénieurs, c'est que nos amis politiques, français et européens, mettent des milliards sur la table. Et cette fois-ci, ayant vécu d'autres plans industrie avant, dont on sait les résultats mirifiques, c'est-à-dire flop, on aimerait que cette fois-ci, ça produise quelque chose. Et j'ai entendu monsieur, les institutionnels, hein, je vous présente comme ça, font partie prenante de cet aiguillonnage et de cette utilisation. Hein. Quand on va dans les cercles aujourd'hui, d'ailleurs on peut même tracer la topologie, presque donner les âges des gens. Voilà. Parce qu'il y a les pros, il y a les contres, il y a les pour, il y a les anti, il y a les idéologues. Voilà. Et donc tout ça, ça permet de faire un bouillon de culture et de faire sortir. Alors quand vous voyez les débats qu'on a sur les mobilités, voiture électrique, la batterie, go. Bon, on se gratte un peu la tête quand même. Hein. On sait aujourd'hui, voilà, après quelques années de travail dessus, on sait que c'est pas la panacée, qu'il va falloir trouver autre chose. Maintenant, c'est l'hydrogène. Enfin, on qui ne sera pas la panacée non plus, mais si vous voulez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu le travers français quand même. Hein. C'est pas inventé ici, donc pas bon. Moi, ce que je constate, puisque vous me tendez la perche sur l'hydrogène, puisque je me berce un peu là-dedans, j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps nos industriels français nous dire ça marchera pas. Ça me rappelle la vieille pub Renault, ça marchera pas. Pas de chance. Toyota, Honda, Hyundai. Les Américains, et on sait que les Américains sont dans le pragmatisme, eh ben, ils y sont. Les Allemands aussi, ils sont pas mal. Les Allemands, ça va être les Panzer Division, et nous, il va nous rester quoi? Voilà. Alors, je suis un peu négatif, mais c'est pour aussi inciter les gens à se réveiller. Alors, dans le même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un écosystème qui monte, qui part de l'hydrogène, le fluide en lui-même, jusqu'à la voiture et la pile à combustion, qui se développe magnifiquement en France. Mais oui. Or, les fonds européens et les fonds français, il faut qu'ils alimentent et il faut qu'ils aident cette chaîne-là. Et en se rappelant aussi, c'est qu'il n'y a pas que les grandes entreprises. En fait, l'écosystème actuel de l'hydrogène, si vous ouvriez les airs liquides et autres qui produisent le gaz, ce sont que des start-up ou des start-up plus. Vous voyez ? Tout à fait. Jérôme, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Et c'est créateur d'emplois, parce que c'est ça aussi qui est important, et je voulais rappeler à la salle, c'est que dans notre débat, sinon combat pour attirer les jeunes vers les métiers de l'ingénieur et de la science d'une manière générale, quand on regarde à la sortie, on fait une enquête annuelle chaque année, d'ailleurs que je vous incite à consulter sur notre site, et on peut vous en faire des abstracts moyennant finance, 83% des jeunes qui sortent d'école d'ingénieur ont un job en CDI 3 mois après. Oui. Donc vous savez que 20% à peu près aujourd'hui des 15-24 ans sont sans emploi. Ça pose question, ça interpelle. Et donc, quand on regarde un petit peu l'attractivité de nos métiers, il n'y a pas photo. Hein. Oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait auprès des jeunes et qui devrait paraître, je crois que c'est dans Challenge d'ici une quinzaine de jours, où on leur posait la question « De quel métier rêvez-vous » Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit « Bon, ils vous ont répondu vétérinaire, médecin, avocat ». Ils m'ont dit « Non, pas de bol, ingénieur ».
Pas mal, bien, Voilà, bien, on boit du bien, petit ça lait, hein. change. Voilà, On boit voilà. du petit lait. Donc, Oui. si vous voulez, il y a vraiment... Et puis finalement, quand vous allez voir ces jeunes, et comme je vous l'ai dit, moi j'en ai encore à la maison, ils sont là-dedans. Alors, ils y sont peut-être pas de la même façon que moi. Moi, je rêvais de construire des moteurs de Formule 1. Bon, c'est pas tout la mode aujourd'hui, hein, d'accord. Mais de s'investir dans des choses qui justement nous ramènent vers la transition écologique, vers l'économie verte, vers l'économie circulaire, la vraie, hein. Oui. Pourquoi pas? Et on voit, et notamment on va parler du rôle de l'ADEME probablement, quand on parle d'économie circulaire justement, de développer des territoires, de redonner de l'attractivité à l'industrie, on est dans une proximité vraiment très fine entre les entreprises et le territoire et les institutions. C'est vraiment une collaboration à trouver quand on parle d'industrie propre. Ça va être une collaboration vraiment étroite entre les entreprises, ceux qui sont sur le terrain, la région, par exemple Auvergne-Rhône-Alpes, et puis des institutions comme l'ADEME. Exactement, vous avez raison d'utiliser, ce sont des histoires de territoire. On l'a oublié, nos plateformes chimiques et effectivement la cartographie que vous avez se sont créées sur des externalités pour des uns et puis des ressources pour les autres. Et puis ce qu'on a connu dans les années 70 et dans les années 80, effectivement, c'est le démantèlement de cette logique de circularité qui était déjà à l'œuvre. Et moi, ce que je dis quand on parle de réindustrialisation, c'est parler de solidarité aussi de territoire. Peut-être deux exemples sur le sujet. Pas très loin, il y a le stand de la métropole de Lyon qui, il y a quelques années, a lancé l'appel des 30 partenaires, 30 hectares dans la vallée de la chimie. Et les élus, ceux de la précédente mandature et ceux actuellement, ont fait un pari, ont pris une décision qui est pour moi courageuse, qui est de maintenir la vocation industrielle de la vallée de la chimie. Et puis pour ceux qui connaissent la géographie, quand vous prenez l'autoroute, vous sortez de Lyon et vous êtes dans la vallée de la chimie. Donc c'est un choix politique fort, parce que je suis sûr que des grandes enseignes seraient ravies d'avoir des entrepôts de stockage ou des grands magasins aussi près d'une forte densité de population. Et c'est développé à partir de là plus qu'un marketing territorial qui était de dire, voilà, ce territoire-là, c'est un territoire d'industrie, on souhaite qu'il soit dans cette logique-là, et on va accompagner l'installation de nouveaux industriels 4.0 avec un cahier des charges très, très précis, et ils ont développé plusieurs thématiques. Ils ont développé effectivement cette industrie, ils ont développé la vallée de la chimie producteur d'énergie, où ils ont réuni les industriels pour faire du photovoltaïque et faire de la mutualisation, et donc d'avoir des très très grandes surfaces parce que c'est mutualisé. Et puis ils ont un autre secteur qui est le paysage productif, parce que vous savez que dans la vallée de la chimie, il y a des plans de protection qui rendent totalement improductifs un certain nombre de territoires. Et bien comment on peut utiliser ce paysage, faire des rotations courtes, etc. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est aujourd'hui, et nous, ce nombre de projets, on le voit se multiplier. C'est très compliqué à monter parce que les temporalités ne sont pas les mêmes. C'est la récupération de la chaleur. Un industriel a de la chaleur, et cette chaleur peut être utilisée dans le réseau de chaleur de la collectivité locale. Un exemple, à Pont-de-Claix, à côté de Grenoble, l'hiver, c'est Solvay qui fournit la chaleur au réseau de chaleur, et l'été, c'est l'usine d'incinération de la métropole de Grenoble qui fournit de la chaleur à Solvay dans un bon exercice de mutualisation et d'optimisation. On retrouve ça à Ugine, avec Ugitech. On retrouve ça dès cette année et l'année prochaine chez Constellium à Issoire. Et voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est de faire coïncider les logiques industrielles et les logiques de collectivité, parce qu'elles n'ont pas toujours le même temps de réflexion.
Un petit décryptage dessus, parce que là, on parle, voilà, regardez la carte Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas mal hein, en termes d'émissions de CO2. Bien sûr. On est bien. Alors, moi, je rebondirais sur monsieur. Le rôle de l'ADEME, c'est un régulateur, sinon un normalisateur. Et donc, les entreprises, si elles veulent bien travailler, ce qui est le cas, en harmonie, on arrive aux résultats qui ont été donnés. Je voudrais citer un chiffre. Si on prend l'industrie chimique, en termes de décarbonation et d'émissions, elle a baissé de 63% depuis 1990, ses émissions. C'est phénoménal. Ça traduit par ce qui a été dit, c'est phénoménal. Et ça mérite d'être dit parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Oui. Les industriels, il a fallu un peu les bousculer parfois. Mais ceci étant dit, ils ont aussi un objectif de continuer cette réduction de 35% de mieux d'ici 2030. Comparé à 2015. Donc il y a des trains en marche et qui marchent bien. Voilà. Et ça me paraît important. À côté de ça, il y en a qui marchent moins bien parce que finalement, quand on regarde quels sont les gros pollueurs, parfois on est moins attentif sur ce qu'ils font. Les transports maritimes sont des gros pollueurs, c'est les plus gros pollueurs, les porte-containers. On le voit peut-être un peu ici là sur la carte. On est à Marseille, il y a quand même toute la région un peu en bas Marseille, ça concentre les Tandberg. Oui, c'est les Tandberg. Oui, c'est Tandberg. Puis il y a un peu d'autres chimies, il y a un peu de ciment, il y a des choses comme ça. Donc si vous voulez, encore une fois, il faut créer les environnements, les chaînes vertueuses. Hein, et puis les travailler, continuer à travailler. Puis après, il y a aussi ce que j'ai toujours appelé moi la prise de conscience. On est aussi l'acteur du problème. Oui. Je me bats souvent dans les copropriétés. Quand vous laissez votre fenêtre ouverte en plein mois de janvier qui fait moins 10 et que le chauffage est à fond, vous faites partie du problème. Bon, bien sûr. Hein. D'ailleurs, dans les préconisations du plan de relance et puis la décarbonation, un des gros chapitres, c'est quand même l'habitat. Voilà. Et là, c'est pas gagné parce que c'est 7 millions de logements qui sont des passoires thermiques et c'est pas évident à corriger. Vous voyez. Après, il y a des choix qui sont parfois des demi-choix. Hein, passer du pétrole au gaz, par exemple. Hein, y a des choses comme ça. En France, on a encore on se plaint des Allemands qui ont des centrales à charbon, et nous, on en a aussi. Oui. Voilà. Après, il y a encore du grain à moudre, il y a encore des progrès possibles, et tout ça. Alors, et puis non, juste ce que je voulais dire par rapport à ce que vous dites là actuellement, c'est que c'est un assemblage en fait. Hein. La solution, elle est plus dans un assemblage que dans une solution miracle. On parlait de l'énergie avec l'hydrogène, avec l'électrique. Il faut composer avec chaque technique ou chaque type d'énergie à son excellence, pareil dans les usines. Voilà. Et c'est un assemblage de briques qui va composer une solution. Voilà. C'est les petits rues qui font les grandes rivières. Alors après, il faut aussi ne pas se laisser entraîner dans un certain idéologisme qui nous amène dans des combats, c'est des combats tels qu'on voit aujourd'hui avec les éoliennes ou le photovoltaïque, où là la messe est dite, si vous voulez, et sur le photovoltaïque, puisqu'on ne fabrique plus rien. Ni nous, ni les Européens d'ailleurs, hein, c'est tout chinois. Hein, donc la messe est dite. Les éoliennes, elle est en train d'être dite, puisque les éoliennes qu'on installe en France, il n'y a pas grand-chose qui est fabriqué chez nous non plus. Donc, et derrière, vous avez toute la problématique de retraitement, puisque les éoliennes, elles vont durer beaucoup moins que d'autres types d'énergie. Elles ne sont pas pilotables, elles sont intermittentes. Enfin, voilà, je ne vous fais pas le discours habituel, si vous voulez. Je ne suis pas en train de faire un discours anti. Je dis simplement, à un moment ou à un autre, il faut que les additions se passent bien. Or, si on en revient à la voiture ou tout voiture, lorsqu'on fait un calcul d'épicier, quand on a des gens qui nous disent « Allez, on y va à fond », on dit « Bon, et comment je vais recharger ma bagnole ?» Je donne un chiffre. Oui. Fin 2021, dans le plan français, on devrait avoir 100 000 bornes de recharge. Fin juin, on n'était même pas à 30 000. Même pas à 30 000. Donc cherchez l'erreur. Donc, derrière, on a beau inciter d'abord les chiffres. Quand on vous dit ça a doublé l'année sur l'autre, mais enfin 2 fois 1, ça fait que 2. Hein. C'est pas ça le truc. Hein. Le vrai problème, c'est derrière, on met beaucoup d'argent en subvention. Et puis au bout d'un moment, ça va coincer. Hein. Donc, ça sera pareil pour l'hydrogène, soit dit en passant. Sauf que là, on a des solutions, y compris d'installer des recharges d'hydrogène dans les stations-service habituelles. Alors qu'aujourd'hui, il faut faire des trous dans les trottoirs, tirer des fils, mettre des bornes. Enfin, moi, j'habite dans un quartier de Paris, j'en suis dans ma rue. C'est la 3e installation au même endroit, différente, qui est refaite en 3 ans. Ça, c'est pas mal, ça, oui, j'ai remarqué aussi. Je me dis à chaque fois que je passe devant, mes impôts servent à quelque chose. Pendant 2 ans, une première tranchée, deuxième. C'est là que vous dites vos impôts servent à quelque chose, quoi, vous voyez.
Ouais. chez Baptiste. Parce que quand c'est bien fait, j'en avais discuté avec... quand on veut installer des bornes électriques dans une entreprise, par exemple, c'est pas dément, hein, en termes Non. de coûts, c'est pas dément. Hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez peu. J'étais surpris, ça se fait assez facilement. Mais sur le domaine public, sans Voilà. parler de l'aspect régulation et autorisation, Bien sûr. c'est une usine à gaz. C'est différent. On regarde les chiffres qu'on a ici. Les secteurs qui sont les plus, on va dire, énergo-intensifs, énergivores et qui apportent justement un peu de déficit dans le bilan carbone. On a Carboné, oui. ce qu'on voit là, c'est le verre, l'acier. Vous avez l'acier, le ciment, Ouais. hein, le papier carton, le verre, oui, le verre aussi. Et, Bon, l'acier et le ciment, on commence à avoir des solutions. Les ingénieurs ont bossé. Hein. Oui. Dans le monde, il y a à peu près, dans le monde, on parle des cimenteries, il y a à peu près 2200 cimenteries dans le monde. 2200 cimenteries dans Donc, le monde. quand vous remplacez le clinker, qui est un gros générateur de CO2, par des nouvelles technologies qui arrivent, telles que l'argile, l'argile activée, etc., ben on va pouvoir faire des réductions assez phénoménales. Même chose pour l'acier. Donc il y a plein de choses qui sont faisables. L'aluminium qui est recyclable à 100%, je pense qu'on ne fait pas du tout suffisamment pour le recyclage de l'aluminium. Hein. Ça reste quand même trop souvent quelque chose qu'on jette, qu'on ne valorise pas suffisamment, parce que honnêtement, une ressource qui se recycle à l'infini, c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et donc on recycle beaucoup de verre aussi, on recycle beaucoup de papier. Donc ça aussi, vous savez, la prise en compte, et l'ADEME a été un vecteur important. Hein. Les politiques de recyclage qu'on voit, pas partout d'ailleurs encore, ça commence, on peut dire que ça marche. Maintenant, il faut aller plus loin, et y compris en amont. En amont, c'est-à-dire les producteurs, tout le monde sait, quand vous achetez par exemple dans la parfumerie, vous avez plus de papier que de parfum, plus de carton que de parfum, donc vous avez plus de déchets en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas simplifier, hein, c'est en route, hein, tout ça. C'est tout le packaging que vous retrouvez dans les supermarchés où on commence à vous vendre. C'est vous qui faisiez. En vrac, voilà, en vrac, c'est le mot. En vrac, parce qu'on génère des dizaines de kilos chaque année de déchets carton. Les objectifs sont quand même. On va voir les leviers de décarbonation, ça on va y revenir après. Je voulais mettre cette slide, Jérôme, pour. Avant, peut-être qu'on était dans quelque chose d'assez flou, finalement, la démarche, le green, et puis la démarche un peu consciente, c'était assez flou. Maintenant, on a des voies qui sont tracées. On sait, tiens, il y a le circuit court, il y a les transports, on sait, il y a l'énergie, on sait vers où il faut aller. Maintenant, il faut se donner des objectifs, et puis avoir du conseil, être un peu accompagné, je pense, pour les entreprises. C'est ça qui est important dans l'énergie propre, parce que souvent, les industriels, tiens, on n'a pas le temps, c'est la dernière de mes préoccupations. Il y a une notion de conseil, d'accompagnement et de voir par où on commence. Oui, exactement. Là, le schéma qui est projeté, effectivement, illustre bien les choses. Il y a tout ce volet d'innovation qui reste important, où les pouvoirs publics et puis les régions, de manière générale, ont fait beaucoup d'efforts et accompagnent cette innovation, que ce soit des éco-innovations ou dans les procédés et les utilités industrielles. Il y a aujourd'hui des outils, le programme d'investissement d'avenir, avec les grands investissements d'avenir et puis des outils dédiés aux PME. Donc ce champ-là, il est bien couvert. Décider, après, ça nécessite effectivement des dispositifs d'aide à la décision. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux de voir que les différents outils d'obligations réglementaires, les audits énergétiques, les bilans de gaz à effet de serre, les plans de performance énergétique qui sont vécus ou qui étaient vécus comme des contraintes, deviennent aujourd'hui de véritables outils d'aide à la décision et de fabrication, d'élaboration de programmes d'action. Et puis, alors je le vois à une autre échelle, on a un partenariat avec BPI France
sur un outil qui s'appelle le Diag EcoFlux, qui est dédié aux établissements de tout type, industriels et non, pour les établissements en dessous de 250 salariés. Ça coûte 1000 ou 1500 € en fonction de la taille, c'est à peu près le quart du coût de la prestation globale. C'est des jours ingénieurs où ils vont pouvoir bénéficier d'un Diag eau, énergie, matière, déchets. Et à partir de là, il y a un plan d'action qui est fait. Et la première expérience qu'on avait pu faire sur 500 entreprises, c'était jusqu'à 200 € d'économie par salarié. Hein, voilà. Donc c'est quand même des motifs d'action et ça fait prendre conscience. Il faut simplement juste prendre le temps de se dire, de remplir le fichier sur Internet, de prendre rendez-vous avec le diagnostiqueur ou en tout cas l'ingénieur qui est là. Voilà. Mais aujourd'hui, ces outils-là, c'est des outils d'aide à la décision et ils sont vécus comme ça. Et vraiment, c'est une incitation, explorez bien tous ces outils-là, toutes les possibilités qui sont offertes. Quand vous êtes en dessous de 20, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le réseau des chambres de commerce et d'industrie et de métiers qui interviennent. Voilà, bon, y a de quoi faire et voilà. Et à partir de là, eh ben, vous avez des plans d'action et qui sont désormais aujourd'hui finançables et financés dans le cadre du plan de relance. Alors, des projets au-dessus de 3 millions d'euros, il faut se tourner vers l'ADEME dans le cadre du plan de relance. En dessous de 3 millions d'euros, il faut se tourner vers les 21 items du décret et de l'agence de services et de paiement. Et j'attire l'attention sur cet outil-là, parce que c'est un outil qui est quand même très, très précieux. Et puis, par exemple, on a eu aussi un dispositif tremplin qui était dédié aux PME. Et parmi, alors le dispositif est désormais fermé pour cette aide-là, mais on avait de l'aide à l'isolation de bâtiments industriels, qui a connu un vrai succès. Voilà, donc pour dire qu'il y a de l'aide à la décision, il y a de l'aide à l'investissement, et il y a des retours d'expérience disponibles pour tout type d'acteurs, très clairement. Voilà, et ce retour d'expérience, ça va être intéressant parce qu'on sait maintenant les solutions qui marchent. On commence à avoir des retours depuis plusieurs années. On sait pour telle taille d'entreprise qui va fonctionner, pour telle autre. Et du coup, ce point d'entrée que vous avez évoqué, il est très intéressant de se dire, tiens, je fais un audit sur les flux, sur les matières, les ressources et déchets, je fais juste déjà un petit audit, ça conforte l'idée qu'on peut avoir de l'entreprise et de se dire après, tiens, si je veux agir, voilà les leviers sur lesquels je peux jouer, ça clarifie beaucoup la perception qu'on a. Là, encore une fois, on implique des ingénieurs. Hein. Tout le monde avait compris, on est d'accord. Voilà, mais voilà, on est encore dans ce côté, tiens, examen aujourd'hui. Quand vous parliez des métiers, on n'est pas seulement dans les data analystes, il y aura aussi beaucoup de métiers qui vont naître sur l'environnement autour de la RSE, d'interprétation de comment on peut mieux agir sur les ressources, sur le recyclage. On a plein de métiers d'avenir dans ces secteurs-là aussi. Vous en pensez quoi ? De toute façon, si vous regardez le salon ici, il n'y a que des métiers d'avenir. Oui. Même dans la mécanique dite traditionnelle, on coupera toujours du métal, on pliera tout, on fera de la fonderie, on fera du plastique. Ce qu'on ajoute en termes de couches aujourd'hui, c'est le digital, c'est la gestion des processus, c'est les réseaux, etc. Donc c'est simplement, ça vient améliorer la mise en œuvre, l'efficacité, la productivité, on a la fabrication additive. Bon, donc il y aura toujours... C'est pour ça que quand les gens me disent « Ah ben non, je vais pas faire une école pour faire de la mécanique, parce que ça va disparaître. » Ben non, a priori, ton patin à roulette, il sera toujours fabriqué. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Bien sûr, bien sûr. Ou la carcasse de votre téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas rater lorsque les gens se disent « Ben non, alors je vais faire que du digital. » Oui. Ça aussi, c'est le travers, hein, potentiellement. Bien sûr, bien sûr. Y compris vis-à-vis de nos jeunes. Hein. Et de nos jeunes filles. Alors, et dans le même temps, on s'aperçoit que vous n'avez que 25% de femmes qui sont dans les métiers digitales. Alors là, il n'y a pas de question de saleté ou de poids à porter, vous voyez. Donc on peut se poser la question pourquoi. D'ailleurs, elles se le posent, hein, je peux me permettre de le dire, et on les aide à répondre. Voilà. Donc c'est tout un cheminement. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Après, derrière, c'est un peu les envies et les passions. Hein. Et puis, je rebondis vraiment là-dessus. Si on est sur le volet formation, on a évoqué dans le jumeau numérique cette double compétence qu'il faut
quand on est dans une usine et tout d'un coup il faut faire un double numérique, il faut quand même savoir comment réagit le matériau, comment il faut avoir un vrai cursus d'ingénieur pour que le jumeau numérique fonctionne. Sinon, si on n'est que dans de la projection digitale un peu fantasmée, ça ne marchera pas. Donc il y a aujourd'hui cette double compétence, et peut-être que c'est une voie de formation pour les ingénieurs demain, d'avoir un socle très mécanique pur, enfin d'avoir un socle ingénieur pur, et puis on rajoute une brique informatique, ou alors celui qui vient de l'informatique peut-être va chercher une brique ingénieur après, mais voilà, vous le voyez aussi comme ça dans le... Bien sûr, je vais prendre un autre exemple, les nouveaux métiers de data scientist. Qui mieux qu'un ingénieur pour faire du data scientisme? Voilà, parce que comprendre cette masse énorme de data, et dans nos métiers qui viennent de l'atelier, qu'un ingénieur. Voilà. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, si dans le jumeau, celui qui essaye de faire ça, il croit que c'est juste faire des clics sur une souris, il s'est trompé là. Tout à fait, tout à fait. Il y aura justement, on a beaucoup évoqué ça aussi, ce métier de data scientifique ou de data analyst. Eh ben, c'est un métier qui va être très très large et en fonction des compétences naturelles de la personne, première, quelqu'un qui a fait de la sociologie, quelqu'un qui a fait de la mécanique, quelqu'un qui a fait... Il va s'orienter vers de l'analyse data d'un métier, d'un secteur. Absolument. Voilà, mais ça, au début, ça sera pas il n'est pas né comme ça, analyste data. Prenez un autre exemple, prenez le BIM pour le bâtiment, qui a eu du mal à démarrer en France alors que ça existait déjà... outre-Atlantique et dans les pays européens, pareil, c'est pas que du clic. Ça peut très bien être une capacité d'ingénieur, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur bâtiment, d'ingénieur béton. Donc il y a toute cette capacité, cette technologie et cette technicité qu'il faut pratiquer et maîtriser pour faire du BIM qui tienne la route, si vous voulez. Sinon on fait de la CAO, DAO, mais ça porte rien. Parce que, comme vous l'évoquiez, effectivement, le Salon Global Industrie en est la preuve. Voilà, il y a toujours de la mécanique, il y a toujours de la tôlerie, il y a des machines. Il y a toujours les machines, avec bien sûr une part croissante de numérique, de digital dedans, effectivement. Mais on va vers de la précision, on va vers d'autres choses. Donc on a vu les accompagnements qu'on pouvait avoir. Dans les quelques minutes qui nous restent, si on devait répondre à cette question, le mode d'emploi pour une industrie propre, dans tout ce qu'on a évoqué, il y a les solidarités de territoire, il y a cet échange, cette collaboration proche entre les différents acteurs. Il y a l'entreprise, il y a le territoire et les organisations. Ça, c'est un facteur clé probablement. La porte d'entrée, les choses simples qu'on peut faire, type un audit, qui va être ça, c'est une porte d'entrée aussi. Moi, j'appelle ça un diagnostic. Un diagnostic, oui, bien sûr, oui, ça revient au même. Voilà. Il faut être volontaire. Il y a une attitude volontariste. Voilà. Alors le problème, c'est qu'en France en particulier, si on n'a pas un petit aiguillon dans le dos, ça ne va pas le faire tout seul. Mais c'est dommage. Moi je n'ai pas fonctionné comme ça dans mes entreprises, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'elles marchaient mieux et qu'elles étaient plus compétitives et qu'elles étaient numéro 1 sur leur marché. Voilà, mais après, donc voilà, il faut le petit accompagnement. C'est des choses qui sont peut-être un peu en train de changer aussi. On va voir, recroire en l'industrie, la trouver belle. Là, j'avais 3 photos là, que nous avait proposé la métropole de Lyon. Quand on regarde des photos comme ça, on se dit... l'industrie propre, aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs dans la carte des émissions de CO2 là tout à l'heure, il y a plein d'endroits en France où on a une pleine nature et l'industrie peut s'inscrire dans des régions de façon tout à fait harmonieuse et apporter de l'emploi, puisqu'on est sur cette question-là. Si on veut relocaliser, il faut se dire que tiens, on va faire l'entreprise et l'industrie, on va la faire beaucoup mieux qu'avant, quelque part. C'est un peu cette dynamique-là qu'il faut avoir. Non, mais le mode d'emploi, on vient de le dire, c'est effectivement avoir la capacité à collaborer sur son territoire et dans son écosystème. Et on voit, nous, les démarches qu'on a pu faire d'écologie industrielle et territoriale n'ont pas forcément abouti sur des collaborations strictement environnementales. Elles ont, en revanche, systématiquement abouti sur des capacités de collaboration produits. Voilà, donc je crois que ça, c'est le point très important. Le deuxième, c'est effectivement faire des diagnostics au bon moment et s'intéresser à ces 2 questions de l'énergie,
je vais rajouter une troisième, de l'eau et de la matière première. Quand on a fait ça et quand on se pose ces questions en adéquation avec son marché et avec les enjeux qui sont devant, on est en capacité d'attirer des jeunes, on est en capacité d'anticiper les retournements de marché, hein, parce que de temps en temps, il y a des retournements de marché. Voilà, et on est pleinement dans son écosystème et on s'offre une pérennité d'action tout en étant très responsable pour son territoire. Marc Memot, en quelques idées clés, comme ça, en quelques mots-clés j'utiliserai la phrase suivante, l'industrie c'est l'avenir. Et si on n'a pas d'industrie, on n'aura pas d'avenir. Si on continue à faire que notre industrie descende en taux de pourcentage du PIB, on est déjà très bas. Si on continue, il restera peau de balle, il n'y aura pas d'emploi, on va inonder de subventions à perte. Hein. L'avenir de nos enfants, que sera-t-il ? De sous-traitants éventuellement, et encore. Voilà, donc si vous voulez, c'est aussi une question de souveraineté nationale. Aujourd'hui, je finirai là-dessus. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le semi-conducteur. Il y avait 5 ou 6 usines de fabrication en France à l'époque. Il en reste 2, 3, on va dire. Il reste ST, Grenoble, Rousset, point barre. On avait tous les grands leaders du monde à l'époque, Texas, Motorola, puis après on a eu Matra Harris, on a eu Atmel. Tout ça, ça a disparu, c'est parti ailleurs, pour plein de raisons. 35 heures, coût du travail, etc. etc. Mais on a aussi perdu notre indépendance, puisque quand on va faire une Peugeot à Mulhouse, il nous faut de plus en plus de semi-conducteurs, parce que bientôt une voiture, c'est du semi-conducteur avec 4 roues, hein, je schématise, mais c'est pas loin d'être vrai, d'être faux. Et donc, il faut qu'on reprenne. Alors, j'ai vu hier, bonne nouvelle, que Intel a annoncé 80 milliards de dollars d'investissement de front-end, fabrication de semi-conducteurs en Europe. Génial. Bon. J'espère qu'on va en prendre au moins une. C'est 8 usines. J'espère qu'on va en prendre une. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. L'industrie, c'est l'avenir. Merci à tous les deux pour cet éclairage sur l'industrie propre. Merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Global Industrie continue. Merci à toutes et à tous.